Ouais. Bonjour à tous, je disais, merci d'être venus donc à ce webinaire co-organisé entre le Pôle Médée et Think Smart Grid sur les retours d'expérience de projets énergétiques en Afrique. Ce webinaire va être assez dense, on en a à peu près pour 1 heure et demie. Les différentes prises de parole des intervenants seront ponctuées par des phases de questions, si vous en avez, à la fin de chacune des différentes prises de parole. N'hésitez pas également à les mettre au fur et à mesure dans le chat et on s'assurera de les lire. Et finalement, ce webinaire est enregistré. Tout d'abord, quelques mots d'introduction sur Think Smart Grid, qui nous sommes. Donc, Think Smart Grid, nous représentons et développons donc l'écosystème français des smart grids, des réseaux électriques intelligents. Au sein de notre association professionnelle, nous avons à peu près une centaine de membres qui collaborent au sein de nos différentes commissions et groupes de travail, au profil très varié, comme nous pouvons le voir aujourd'hui et comme vous pouvez le voir également sur notre site, entre des startups de l'informatique, des entreprises de différentes tailles de l'électrotechnique, mais également les gestionnaires de réseau, les équipementiers et également tous les pôles universitaires, laboratoires de recherche et également les différents pôles de compétitivité. Notre objectif, il est multiple, mais un de nos objectifs, et qui est notamment la raison pour laquelle nous co-organisons ce webinaire aujourd'hui avec le pôle Médée, c'est de développer des collaborations internationales au nom de nos membres, notamment pour promouvoir les solutions qui contribuent à l'efficacité énergétique, à la réduction de la consommation d'énergie et globalement à la compétitivité du système électrique. Un bref aperçu de notre écosystème. Donc, comme je le disais, nous avons à peu près une centaine de membres. Nous sommes présidés par Xavier Pietchazic, le président de RTE depuis l'année dernière. Et il est intéressant de noter également qu'en termes de membres observateurs, nous avons la DGEC et la Commission de régulation de l'énergie qui participent assez activement. Très rapidement, les solutions de nos membres couvrent toute la chaîne de valeur Smart Grid. Donc, depuis la génération, entre l'intégration et la gestion des énergies renouvelables, le stockage, la flexibilité des moyens de production. Également la transmission et la distribution à travers la présence non seulement des différents gestionnaires de réseau, mais également des différentes entreprises qui peuvent proposer des services ou du matériel pour la gestion de ces réseaux de transmission et de distribution. Et finalement également la consommation avec des solutions d'éclairage intelligent, de mobilité électrique, mais également Smart Home, Smart Factory ou Smart Building. Nous menons également plusieurs projets internationaux que nous avons eu la chance de collaborer, notamment avec l'ASEA, l'AFD et Business France. L'ASEA, notamment sur le développement donc, du marché régional de l'électricité en Afrique. Nous avons eu l'occasion de faire plusieurs webinaires à ce sujet-là. Pour l'AFD, nous avons plusieurs projets en cours, mais nous avons notamment travaillé sur le projet TCO dont l'objectif était d'intégrer des clauses de mieux-disance dans les différents appels d'offres de modernisation du réseau électrique en Afrique. Et finalement, côté Business France, nous proposons régulièrement à nos membres des éclairages sur les opportunités de collaboration à l'étranger, notamment avec un focus actuellement sur l'Europe de l'Est. Et également, nous sommes également présents à de nombreux salons internationaux, notamment l'ANLIP qui se tient tous les ans. L'année passée était à Paris, mais également le SIGRE, et nous attachons à représenter l'écosystème français lors de ces différents salons. Pour aujourd'hui, les différents intervenants, Jean-Louis Repetto de chez NetSeller vous présentera un projet réalisé avec l'ESCOM, donc la compagnie de distribution sud-africaine. Philippine Lebrevant du cabinet Yele Consulting reviendra sur la manière dont Yele aborde les différents projets réalisés en collaboration avec des entreprises africaines. Et finalement, Jean-Sébastien Cardo de l'EFR présentera le projet Léopard qui a été mis en œuvre en collaboration très, très, très étroite avec le pôle Médée. Et en conclusion, Nina Pona du pôle Médée présentera l'appel à projet actuellement financé par la région Hauts-de-France, acteur de l'énergie pour l'Afrique. Et donc, sans prendre plus de temps, je laisse la main à Jean-Louis. Merci, bonjour à tous. Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, ici. Donc Jean-Louis Repetto, je travaille pour une entreprise qui est un éditeur de logiciels qui s'appelle NetSeller. Vous voyez mon écran maintenant? Ça doit arriver. Très bien, oui. Voilà. Donc NetSeller, c'est un éditeur de logiciels basé près de Gap dans les Hautes-Alpes avec des bureaux à Valence dans la Drôme. Donc moi-même, Jean-Louis, je suis dans le milieu depuis un certain nombre de décennies, puisque mon premier déplacement professionnel en Afrique,
Ça devait être en 1991 ou 12. Voilà, passons. Donc j'ai travaillé notamment chez Alstom Protection et Contrôle, hein, donc le contrôle-commande des postes électriques. Et puis après, je me suis tourné vers des entreprises de plus petite taille, comme Netzeller. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un projet en Afrique du Sud avec Eskom. Hein, donc je précise, c'est l'entreprise qui fait production, transport et distribution d'électricité. Et dont nous, on s'inscrit surtout dans le transport et la distribution. Donc Eskom, c'est une très belle référence hein, pour nous, hein, puisque dans le monde, il y a EDF, RTE, Hydro-Québec, PLN en Indonésie, peut-être pour l'Asie, et puis Eskom pour les entreprises, les GRT, GRD africains. Donc, enfin, je veux dire, ces entreprises qui ont une influence sur leurs confrères, donc d'avoir une référence chez Eskom, c'est pas anodin du tout. Donc, on en est très, très content, très fiers. Et donc, le projet, tel qu'ils l'ont nommé, c'est Automatic Fault Analysis System, donc AFAS, vous allez le voir plus loin, et ça représente bien ce que fait Netzeller dans ce cadre-là. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé de Netzeller, hein, donc éditeur de logiciels. Bon, vous aurez peut-être les visuels, donc vous pouvez relire. Ce qui est important, c'est qu'on fait surtout du monitoring, hein, donc pas d'automatisme, uniquement la visualisation et l'enrichissement des données qui sont collectées sur les postes électriques. Hein. Donc là, on est dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution, c'est-à-dire entre je sais pas, 5000 volts et 400 000 volts. Et on regarde, on aide nos clients à analyser ce qu'on appelle les perturbations électriques sur les réseaux, avec quelques avantages qui sont bon, le fait d'être multiconstructeur, hein, agnostique, comme on peut dire, et puis étant éditeur de logiciels, on fait tout est développé par nous-mêmes, donc on a quelques particularités, quelque chose que les autres ne font pas. J'ai oublié de dire qu'il y a 3 activités dans l'entreprise. Hein, donc la business unit que je représente s'appelle Power, et donc le produit phare, c'est Ivy Power, qui fait donc ce qui est marqué, le monitoring en temps réel. Un aperçu de nos clients. Hein, donc vous voyez, bon, on est français, donc on a commencé comme tout le monde, hein, je dirais, avec RTE, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, les pays scandinaves. On a une bonne présence en Amérique latine. Un petit peu, enfin en Asie, on a pour l'instant uniquement un projet de pilote en Malaisie avec TNB. Et vous voyez, en Afrique, donc il y a pour l'instant deux clients actifs, hein, le Sonatrach au Cameroun et Eskom. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à l'Afrique, mais bon, pour les raisons que je vais expliquer, on en est là pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on propose à nos clients? Donc là, j'ai pris un extrait d'une proposition qu'on a faite récemment hein, pour un appel d'offres pour expliquer un peu ce qu'on fait pour que ça soit clair à peu près pour tout le monde. Donc dans le poste électrique, vous voyez en bas en gris, il y a des protections, ce qu'on appelle des protections, des perturbographes ou des calimètres, enfin, des équipements électroniques qui ont la vertu aujourd'hui de communiquer, hein, d'être numériques. Et donc, il mémorise ce qu'il voit hein, quand il y a un défaut sur une ligne électrique, un jeu de barre, un transformateur, il y a un court-circuit en gros. Et donc, tout ça, c'est mesuré, enregistré et on peut le rapatrier. Alors, soit en allant devant avec une clé USB, soit en utilisant les méthodes modernes de communication. Donc, c'est ce que nous faisons à travers donc, une infrastructure de communication qui est mise en place d'une certaine manière. Hein, ça dépend avec chaque client. Donc, ici, il y a une passerelle d'un fournisseur tiers qui n'est pas indiqué, mais c'est pas important. Et au-dessus, nous, on fait le logiciel qui permet de rapatrier les données, de les exploiter. Vous voyez, il y a donc deux démarcations, une entre le poste électrique et le réseau du client, le réseau de données du client, et une autre démarcation entre ce que fait Netzeller et ce que font les autres. Hein. Donc, il faut avoir une certaine clarté sur tout cela pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà. Donc, s'il y a des questions, comme on a peu de temps, vous pouvez me les adresser plus tard ou séparément. Je continue sur ce projet avec Eskom. Donc, ce qu'on fait, hein, donc on récupère les données dans le poste électrique, vous avez compris. Donc, il y a toutes sortes de formats de données, de fichiers binaires, un certain nombre de choses qui permettent de modéliser le réseau électrique. Et ensuite, nous, on met en œuvre avec le logiciel des outils, donc alors, une base de données SQL, Postgre par exemple, MATLAB pour faire des algorithmes, des calculs, C dièse, Java, etc. On met tout ça dans cette base de données et on a des utilisateurs donc, qui sont en temps réel, hein, quasi réel, quelques minutes après les perturbations, ou qui sont plus dans la gestion d'actifs, dans la planification. Hein. Donc tous ces utilisateurs accèdent via leur accès, login, mot de passe à la plateforme
logiciel qui est centralisé. Voilà, je pense en avoir dit assez pour vous mettre dans le bain, disons, d'un tel projet avec un énergéticien, quel qu'il soit, et en particulier Eskom. Là, j'ai repris la chronologie depuis le début. Hein, donc, j'étais pas là au début, en 2006, mais bon, je sais ce qui s'est passé. Donc, les premiers contacts commerciaux ont eu lieu en 2006. Donc, ça s'est fait par des salons, par des échanges, dans le cadre du CIRE, de l'I3E, de forums, de foires internationales, etc. Et donc, ce qui était important là, c'est d'abord, quand on s'adresse à Eskom, il faut venir avec des bons arguments. Hein. Donc, chez nous, on a la chance d'avoir encore l'inventeur du logiciel, hein, Dr Philippot, qui est là depuis plus de 20 ans dans l'entreprise et donc qui s'est adressé, qui est allé en Afrique du Sud, voir les clients, et qui a trouvé, bon, par, je dirais, sa réputation et sa compétence, qui a pu trouver les bonnes personnes assez rapidement chez Eskom. Donc, on ne va pas comme ça, tous les 4 matins, faire un voyage aussi long, c'est loin, c'est cher, ça prend du temps, etc. Donc là, je dirais qu'il a fait mouche dès le début. Certes, bon, vous voyez quand même que l'étape suivante du contrat, c'est 2014. Et donc, entre-temps, oui, il y a eu ce qu'on appelle le spec-it, tout le travail commercial pour convaincre Eskom que notre offre était convenable, que ça leur apporterait quelque chose et tout ça. Et donc là-dessus, bon, ce que j'ai mis, c'est qu'il faut arriver à suivre un projet comme ça pendant plusieurs années sans que grand-chose se passe. Donc en suivant le client, le stimulant un petit peu sans l'agacer et en étant suffisamment patient, mais sans non plus s'endormir. Hein. Et ça, c'est un équilibre à trouver qui est vrai dans le commerce en général et qui est vrai en général dans les pays en voie de développement parce que tout est plus compliqué, tout est plus long, il y a moins de gens, enfin, etc. Donc, bon, ça, c'est quelque chose, si on veut faire des projets en Afrique, il faut être conscient de cela, bien sûr. Donc, suite à l'appel d'offres, vous voyez, le contrat 2014. Donc là, bon, moi, j'ai une vision un peu schématique, hein, mais quand j'ai un client, je me demande si le pays est dans l'OCDE ou hors de l'OCDE. Déjà, ça cadre un petit peu les choses sur lesquelles on doit être vigilant pour le risque pays, les risques de paiement, les risques contractuels, tous les ennuis qu'on peut avoir. Alors, c'est pareil, hein, on pourrait beaucoup discuter de ça, hein, c'est assez schématique. Mais bon, en l'occurrence, là, Eskom, c'est un pays qui est enfin, l'Afrique du Sud est hors OCDE, même si c'est un pays très avancé par d'autres aspects. Donc, le contrat, alors, mise en service au bout de 2 ans, c'est plutôt long aussi, hein, puisque bon, quand on met en place nos systèmes, c'est un projet assez long, ça dure 1 an, vous voyez. Donc là, bon, c'est pareil, ça a pris un certain temps, mais bon, on n'a pas lâché, on a bien coopéré avec le client et on y est arrivé avec je dirais, une marge quand même qui permet de gagner sa vie. Et puis après, bon, là, c'est là que je dirais une phase critique démarre quand on vend des solutions logicielles, c'est qu'il faut que les gens l'utilisent, hein, parce qu'il peut très bien être installé et ne pas être utilisé. C'est pas comme un transfo ou un disjoncteur, là on est sûr qu'ils vont servir. Un logiciel, les gens peuvent très bien le laisser de côté, donc il y a quand même un suivi important à faire de notre part, jusqu'à ce que, heureusement, ils veuillent comment dirais-je, l'upgrader, là, enfin faire une version étendue de ce qu'ils avaient déjà. Donc c'est un succès très important aussi d'avoir convaincu les utilisateurs. Donc c'est ce qu'on a fait en 2018, hein, on a remis une V2. Et puis alors, bon, depuis 2018, on a cultivé ce client, on a de très bons rapports avec quelques personnes. Mais c'est vrai que pour poursuivre, là actuellement, on est dans des discussions pour une phase de maintenance durable, et vous voyez que ça prend des années. Alors bon, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, hein, bien sûr, il y a l'éloignement, mais ce que je voudrais résumer là sur ce visuel, c'est dire qu'il faut quand même du souffle. Hein, vous voyez, depuis 2006, on y est, c'est un contrat, donc c'est voilà, je dirais, il faut être conscient de ça, je pense, quand on s'embarque sur ce genre d'idées. Donc, c'est une généralité, mais qu'on peut appliquer à l'Afrique. Si on s'intéresse à le marché de l'Afrique, hein, c'est un petit peu aussi réducteur de parler de l'Afrique parce qu'il y a une cinquantaine de pays. Enfin bon, il y a un potentiel qu'on peut évaluer. En Afrique du Sud, il est très important pour nous. Il y a d'autres pays, hein, l'Égypte, Nigeria, etc. L'accès, bon, c'est le point du début. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des contacts fructueux? Bon, c'est possible, hein, bien sûr, mais il faut bien réfléchir avant. On ne va pas tous les 4 matins au-delà des mers.
Les difficultés, là, c'est sûr qu'elles seront multiples pour tout le monde, et pour nos clients aussi. Hein. Ils ont des difficultés qu'on subit. Et bon, bah, il y a des risques particuliers, bien sûr, hein, qui sont de tous ordres, sanitaires, géopolitiques, monétaires, etc. Donc, une entreprise française innovante qui voudrait s'intéresser à l'Afrique, c'est très bien, c'est une très bonne idée, on souscrit tout à fait. Simplement, évidemment, c'est difficile de se reposer trop dessus, et quand je dis qu'il faut que ce soit compatible avec la stratégie, c'est-à-dire que oui et nous, hein, vous avez vu le nombre de clients qu'on a, euh, bon, bah, on est content et on va continuer à développer les affaires en Afrique, mais il faut qu'entre deux contrats africains, on puisse en avoir d'autres, sinon ça ne fonctionnerait pas. Évidemment, il y a des gens qui se spécialisent sur le commerce avec l'Afrique, hein, ça peut très bien se faire. Je me rappelle, dans mon passé, il y a une entreprise à Toulouse qui s'appelle Tout Électrique, hein, qui vend du matériel électrique. Donc à l'époque, hein, c'était la France et l'Afrique. Donc ils étaient vraiment spécialisés, bon, pour des raisons évidentes. Hein, les dirigeants parlaient français, enfin, il y avait plein de bonnes raisons de le faire. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça devient un petit peu friable quand même. Hein, le monde change. Ensuite, et enfin peut-être, avant de passer à la conclusion, il y a un savoir-faire particulier pour travailler avec l'Afrique, c'est évident, hein, c'est un continent différent, même si, encore une fois, bon, il y a quand même des pays très différents aussi, spécifiques, mais quand même abondants, surtout pour des Français, hein, puisqu'on a tous, on connaît quelqu'un, ou des collègues, ou des amis qui ont été expatriés en Afrique, ou qui ont travaillé avec l'Afrique. Enfin, en tant qu'entreprise de technologie française, on a forcément, je dirais, un peu une vocation à travailler avec l'Afrique, donc c'est tout à fait faisable. Et encore une fois, je vous dis, on souscrit tout à fait à ça. Alors, quelques pistes de réflexion. Si parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à des projets liés à l'énergie en Afrique, très très bien, puisque aujourd'hui, bon, bah, la numérisation des postes, hein, je parle des postes du réseau électrique, les équipements forcément ont vieilli, hein, donc les anciens équipements qui ne communiquaient pas, qui étaient bon, pas numériques, bah, ont été remplacés donc systématiquement par des équipements numériques. Ça ouvre énormément de perspectives pour les gens qui veulent faire du traitement de données, qui veulent faire du smart grid, hein, disons. Donc c'est une très bonne opportunité en général, et en particulier en Afrique. Bon, Netzeler fait du monitoring, et je dirais, vous en parlez à n'importe qui, tout le monde a envie de savoir ce qui se passe dans sa maison, dans son entreprise, dans son garage, etc. Donc ça marche assez bien. Quand on se présente avec des solutions de monitoring, on intéresse les gens. Aujourd'hui, il y a des normes, donc l'interopérabilité, ça démultiplie les possibilités. J'ai mis sécurité de l'information, j'aurais dû le mettre en gras même, hein, puisque ça, c'est bon, enfin, on ne fait pas un dessin, hein, mais dès qu'on manipule des données, on a plein de sujets qui viennent, et on a beaucoup de choses à dire, pas uniquement chez Netzeler, hein, je pense que même en tant que Français, hein, on a des bons mathématiciens, des bons cryptologues, et tout ce que vous voulez. Et source d'information, hein, je vous ai dit que j'étais allé en Afrique il y a quelques décennies pour la première fois. Aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup plus de facilité, donc on peut beaucoup mieux réfléchir à ce qu'on va faire. Donc personnellement, et vraiment, je pense que c'est une très bonne idée de s'intéresser à des projets en Afrique. Alors bon, nous on est une petite entreprise, il doit y en avoir aussi parmi vous. Faut quand même aussi, comme on l'a vu, hein, avoir du souffle. Procédure d'achat, c'est compliqué. La bureaucratie, alors quand en plus ça n'avance pas, bah, parfois on peut se poser des questions. Voilà, donc bon, il vaut mieux se les poser avant. J'ai mis la concurrence, ou les concurrences, hein, donc bon, bah, dans le bon vieux temps, on était entre Français, voilà, c'était géré. Maintenant, on voit de tout, hein, on voit des Chinois, on voit des Turcs, on voit des Indiens. Bon, voilà, c'est comme ça. La volatilité de l'attention, oui, bah, les gens n'ont plus le temps, hein, de déjeuner, de vous voir, etc. Et bon, c'est devenu plus compliqué. Je me rappelle l'époque où je pouvais aller à Bamako ou à Abidjan sans rendez-vous, hein. Je prenais l'avion, j'avais mon hôtel, et puis après j'allais voir les gens à la CIE, enfin chez les clients, ça se passait, quoi. Et maintenant, je pense que, enfin, ça me viendra même pas à l'esprit, hein, de ne pas planifier plus sérieusement un déplacement. Et ça, c'est un vrai défi, je pense, qu'on a tous, hein, d'arriver à capter l'attention de nos interlocuteurs, sachant qu'il y a énormément de choses très intéressantes, hein, qui sont faisables.
notamment grâce au numérique. Donc, il faut arriver à tirer son épingle du jeu. Il y a un problème de fond, donc j'ai mis Smart Grid optimisation. Bon, quand on vend des disjoncteurs ou des transfos, on est sur des équipements vraiment critiques qui sont nécessaires. Il y a un marché, il faut prendre une part de marché dans un marché qui est existant. Quand on fait du Smart Grid, on n'est plus dans l'optimisation et c'est plus difficile il faut convaincre, mais même une fois qu'on a convaincu, l'optimisation, les gens c'est moins brûlant quoi, pour eux. Donc, il faut arriver à vraiment leur faire sentir la valeur de ce qu'on fait. Alors, quelques souhaits pour moi. Bon, l'accès au financement, donc on a parlé de l'AFD, c'est une très bonne chose. Nous-mêmes, tout à l'heure, on a fait un projet en Équateur financé par l'AFD. Sur l'Afrique, il y a un challenge Smart Grid, je crois, mais qui est réservé aux entreprises de moins de 10 ans. Donc, voilà, ça serait bien que ça soit plus que 10 ans. La question de l'aide liée ou déliée, c'est-à-dire le contenu français ou européen dans les projets, ça ramène un petit peu aux concurrences multiples qu'on a. Donc, ça nous arrange pas, les deux déliés. Et le dossier TCO, à mon avis, c'est une très bonne idée, parce que effectivement, ça permet peut-être de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport au prix. Il n'y a pas que le prix qui fait qui fait l'intérêt de nos clients. Bon, représentation locale. Bon, on est dans le même fuseau horaire, parfois on parle la même langue, mais on est quand même loin, etc. Donc je pense que c'est un élément très critique. Et moi-même, je suis toujours avide de contact. Si vous avez des représentants valables dans tel ou tel pays, ou si vous en cherchez, on peut parler, bien sûr. Risque pays, risque client, bon, c'est quelque chose question qu'on se pose à chaque fois, et bon, qui peut être particulière. Moi, je me rappelle l'époque où j'allais, comme je dis, au Mali ou en Côte d'Ivoire, très simplement. Bon, les temps changent là aussi. Donc, on parle de l'Afrique, c'est très bien. Enfin, comme je disais, c'est une cinquantaine de pays. C'est un potentiel très important parce qu'en plus, il y a une croissance des usages, croissance de l'économie, de la population, donc c'est très attractif d'un point de vue réseau électrique. Mais bon, c'est quand même parfois peu dense, je dirais. Et donc, on peut passer beaucoup de temps sur un sujet, se tromper, être à côté de la plaque. Donc, ça demande aussi, faut arriver à viser juste, surtout quand on a peu de moyens, comme dans les PME. Donc, pour conclure ces 10 minutes, nous qui avons donc des technologies innovantes à proposer, on a un premier défi qui est général et qui s'applique aussi à l'Afrique, c'est qu'on essaye de stimuler le marché, de le créer, d'attirer l'attention. C'est pas juste prendre une part de marché. Donc il faut beaucoup d'énergie pour arriver à faire ça, un côté évangélisation. Et je pense qu'en tant que Français, on a sans doute une carte à jouer dans l'aspect normatif, le fait je dirais, de tenir le micro pour les choix technologiques qui sont faits. Et bon, on a des grandes entreprises qui l'ont déjà fait. Et bon, le fait de se regrouper entre nous, ça ne peut qu'être favorable à la présence accrue sur le continent africain. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai terminé. Je prends les questions si vous voulez. Merci beaucoup Jean-Louis. N'hésitez pas si vous avez des questions à allumer votre micro et votre caméra. Sinon, je pense qu'on aura aussi du temps à la toute fin du webinaire si jamais vous souhaitez, une question vous revient en tête d'ici là. Si jamais on est bon, je pense qu'on peut passer à la prochaine présentation. Donc, Philippine, à ton tour. Oui, alors, je réactive tout. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Ok.
Donc, merci pour cette opportunité d'intervenir. Effectivement, moi, je travaille pour le cabinet Yele Consulting, qui est un cabinet de conseil en transition énergétique et environnementale et en transformation numérique, qui a été créé en 2010. Je suis responsable du développement commercial à l'international. Et donc, pour nous, l'international, c'est surtout le continent africain. Je vais y revenir. Et juste pour que vous ayez une idée un petit peu générale de ce qu'on fait, on accompagne nos clients sur l'ensemble de leurs projets, de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, donc sur l'ensemble des phases d'un projet. Et on s'est vraiment construit autour des smart grids avec le secteur de l'électricité qu'on a au fur et à mesure. Nos interventions et notre base clientèle s'est élargie à du multifluide et à d'autres expertises. Donc aujourd'hui, on intervient sur des aspects toujours ingénierie énergétique, réseau, data, mais aussi plutôt des aspects stratégiques, des aspects développement durable, ce qui nous permet d'adresser aussi des prestations de services en Afrique qui sont souvent assez globales, et c'est ce qui fait aussi notre force avec une réelle compréhension métier de nos clients. Donc, en Afrique, on intervient depuis 2013, donc assez tôt par rapport à notre création. Historiquement, surtout en Afrique de l'Ouest, du fait des liens qu'on pouvait avoir aussi, puisque notre fondateur est malien, sur des missions en réponse à appels d'offres en majorité, avec quelques gré à gré de temps en temps, majoritairement financés par des bailleurs et principalement à destination des gestionnaires d'électricité. Donc, comme vous le voyez, en rouge, ce sont les pays dans lesquels on est déjà intervenu, avec parfois plusieurs missions. Et donc, vraiment, Afrique de l'Ouest, avec davantage de missions, mais aussi Afrique de l'Est et Afrique australe, ce qui nous permet aujourd'hui d'en tirer certains enseignements qui nous permettent de davantage avoir un peu en tête les points d'alerte qu'on pourrait avoir sur ce type de mission, que ce soit très en amont de la mission ou pendant la durée de la mission. Donc j'ai synthétisé quelques points qui vont d'ailleurs rejoindre ce que Jean-Louis a dit, notamment pour le premier. Ce sont des points assez généraux qui peuvent avoir été vus dans certaines missions et qui nous semblent importants de mettre en lumière pour préparer les entreprises à intervenir sur le continent africain notamment. Donc le premier, c'est la gestion du temps. Le temps est effectivement long et d'ailleurs Jean-Louis, tu as indiqué un temps encore plus long que ce que j'avais prévu de dire. Nous, sur des missions de prestation, on peut avoir entre le moment où on va aborder un sujet et la contractualisation, on peut avoir 2 à 3 ans. Et ensuite, le temps est long aussi dans les phases d'exécution, parce que du fait de la mise en place longue du projet, il peut y avoir d'autres projets qui se sont insérés, il peut y avoir une multiplicité d'acteurs auprès desquels faire valider les décisions. Et donc, effectivement, je vais totalement dans le sens de ce qui a été dit. Il faut arriver à maintenir le bon niveau de relation, pas se faire oublier sans toutefois relancer toutes les semaines, parce qu'en fait, de base, le temps va être plus long et donc chaque semaine, ça va être un petit peu trop. Et ça entraîne un enjeu qui est d'arriver à tout de même, avec ce temps long et ce temps qui est souvent décalé et qui n'était pas prévu à la base, d'assurer la réalisation et les résultats de la mission et d'assurer pour l'entreprise qui la réalise de valider le business model et la rentabilité qu'elle avait prévue.
Une mission sur 6 mois, c'est pas la même chose qu'une mission sur 1 an et demi en termes d'investissement. Donc nécessairement, ça a des impacts. Le deuxième point, c'est de clarifier les rôles opérationnels et les attentes du prospect et du client à terme, mais je dirais qu'il faut les clarifier dès la phase de prospect. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte dans certains cas, et pas forcément seulement en Afrique, d'ailleurs même en Europe, que certaines compréhensions de certains vocabulaires qui étaient utilisés, on mettait pas la même chose derrière. C'est-à-dire que sur des missions, par exemple, d'AMOA, on va attendre du consultant qu'il porte l'ensemble du projet et qu'il prenne toutes les décisions, alors qu'il y a d'autres missions sur lesquelles on va plutôt, à l'inverse, un peu brider le consultant et lui demander vraiment des tâches spécifiques. Et ça, il nous semble que c'est important à avoir en tête parce que ça a des répercussions sur l'ensemble des activités qui peuvent intervenir sur des projets énergétiques. Donc il y a vraiment une adaptation à avoir à la culture projet du pays auquel on s'adresse et même au-delà du pays de l'acteur auquel on s'adresse et au vocabulaire qui est employé et donc à clarifier ça dès le début et en amont de la contractualisation. Parce que autrement, si c'est pas clarifié, ça peut amener à des incompréhensions, à des échecs parfois de certains points de la mission, et donc ça peut avoir quand même des impacts assez structurants. En lien avec ça, et pas seulement sur le côté opérationnel, il y a aussi l'aspect de la position des acteurs, de l'ensemble des parties prenantes. Et donc là, je fais aussi référence aux bailleurs, puisqu'on intervient quand même majoritairement sur financement bailleur. Les bailleurs, du fait de la relation qu'ils ont avec le pays et du type de financement qu'ils ont apporté, ils ne vont pas avoir la même position et les mêmes volontés d'implication dans le projet. Et il est important, selon nous, de clarifier ça en amont parce que ça permet de savoir comment se positionner par rapport à eux et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Un bailleur qui va plutôt se positionner en tant que vraie banque de développement et qui va attendre seulement son retour sur investissement et la réalisation du projet, mais qui ne va pas forcément vouloir aller s'impliquer dans le fond et dans l'opérationnel. Et il y a d'autres bailleurs, parfois les mêmes bailleurs, mais d'autres cas où effectivement les équipes du bailleur vont attendre pour le coup un vrai retour et un vrai lien avec les avancées opérationnelles de la mission. Ça a comme implication que en cas de difficulté, si c'est pas clair et si le bailleur ne voulait pas n'a pas le rôle et le mandat pour s'impliquer, on peut se retrouver assez seul quand il y a des problématiques et donc c'est mieux quand c'est clarifié en amont. Et le dernier point qui découle du fait de ne pas se retrouver seul, c'est celui de s'appuyer sur des ressources locales. La mission qui a lieu sur place, quand c'est pas une mission d'études très rapide et qui a pas nécessairement besoin d'une présence, elle a besoin de relationnel et de faire le lien avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a une complexité du fait des projets qui touchent le secteur énergétique et du fait de la place du secteur énergétique dans les États. Évidemment, les projets, ils restent d'importance et donc il y a une complexité décisionnelle autour de ces projets-là, comme il peut y en avoir dans l'ensemble des pays du fait du secteur. Et donc, avoir quelqu'un sur place, ça va permettre d'aller fluidifier les échanges, d'avoir la bonne information au bon moment. Et quand on parle de ressources locales, c'est pas nécessairement un expatrié, c'est évidemment un partenaire local qui a la connaissance, qui a vraiment le lien, qui parfois parle la langue aussi. Quand il y a une langue qui n'est pas le français, c'est toujours
bénéfique. Ça peut être aussi, on fait appel à des VIE quand le projet peut assez solliciter un temps plein. Et ça, c'est nécessaire vraiment parce que nous, c'est aussi notre philosophie, c'est que le but d'un projet à l'international, c'est pas de venir, et notamment sur les pays en développement, c'est pas de venir, de faire et de repartir et de pas voir la durabilité du projet. On s'inscrit vraiment dans la démarche de euh, opérer un renforcement de capacité, opérer une conduite du changement auprès des acteurs, et donc ça demande d'aller les voir de façon assez récurrente, et de vraiment permettre aussi le développement de l'économie locale. Donc en conclusion, ce que je retirerais autour de tout ça, c'est que effectivement le continent africain, aussi varié soit-il, et comme d'autres pays qui peuvent présenter des opportunités, je pense qu'il ne faut pas, évidemment, il faut y aller parce que on a une valeur à apporter et puis des compétences. Simplement, effectivement, plus on a conscience de ces enjeux-là en amont, mieux c'est pour intervenir et surtout pour faire en sorte que le projet s'inscrive durablement au sein du pays. Merci beaucoup. Merci Philippine. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le temps que j'introduise notre avant-dernier intervenant. Comme je l'ai dit précédemment, oui, Jean-Louis, je vois que tu lèves la main. Oui, Jean-Louis Repetto d'Axelair. Il y a une réflexion qui m'est venue là, juste là, c'est que en Afrique, c'est souvent les gestionnaires de réseaux électriques. Souvent, c'est des entreprises plus petites, hein, puisque c'est la population, le réseau est plus petit qu'en Europe, et donc il y a une plus grande stabilité chez nos interlocuteurs. Et ça, on apprécie beaucoup, hein, puisque bon, dans les grosses entreprises structurées, ben, les gens font carrière, c'est normal. Au bout de 3 ans, ils changent de poste, donc parfois il faut tout reprendre avec la personne qui succède. Alors que j'ai observé qu'en Afrique, il y a des gens qu'on peut voir pendant 10 ans de suite, ça existe vraiment, quoi, voire plus. Hein. Donc ça, c'est pas mal, c'est intéressant d'arriver à compter sur des interlocuteurs, vraiment de créer une relation durable, ce qu'on essaye toujours de faire quand on fait du commerce. Voilà, c'est tout. Merci Jean-Louis. Je pense qu'on peut passer à Jean-Sébastien de l'AFR et je te laisse la main. Ok. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit bien. Ok, très bien. Donc bonjour à tous, Jean-Sébastien Cardo d'AFR. Donc je remercie le pôle Médée de nous avoir invités à ce webinaire. Donc AFR, c'est un institut européen de recherche sur l'énergie qui est basé à Karlsruhe en Allemagne. C'est donc un centre de recherche commun d'EDF et de l'université de Karlsruhe, localité pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le projet. Je vais faire une rapide présentation du projet Léopard et ensuite les deux outils qui ont été utilisés dans le cadre de ce projet, un qui est plus dédié à la simulation, à l'optimisation de micro-réseaux, et le deuxième, l'outil Lenny, qui lui va être utilisé dans une deuxième partie pour faire une étude de réplicabilité de la solution microgrid à plus grande échelle. Donc le projet Léopard, c'est un projet, donc comme vous pouvez le voir en bas, c'est un projet Horizon 2020. Donc c'est une collaboration Europe-Afrique, hein, puisqu'en fait vous voyez il y a des partenaires sénégalais, béninois, mais également côté Europe, donc France et Allemagne. Et donc l'objectif de ces projets,
c'est de disséminer la technologie microgrid en milieu rural et en milieu périurbain, j'allais dire, au Sénégal et au Bénin. Donc, en bas, vous voyez donc les différents partenaires dont le pôle Médée fait partie et AFR également. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif de ce projet, qui donc c'était une durée de 3 ans, qui va se terminer donc fin décembre 2024, c'était de concevoir 2 démonstrateurs, 2 pilotes sous format de conteneurs, qui inclut dedans donc la technologie donc PV, batterie et aussi, si c'est le cas, si besoin, un groupe diesel. Là, vous voyez l'image du premier démonstrateur qui a été installé au centre Songhai au Bénin. Donc l'ordre de grandeur de mémoire, c'est à peu près 36 kW crête pour l'installation photovoltaïque et la puissance de la batterie, je crois que c'est 45 kWh. Donc AFR est impliqué dans 2 livrables. Le premier, donc, c'est la modélisation et le design du microgrid, et également donner accès à l'outil MemoGrid, donc aux partenaires du projet via une plateforme web. Le deuxième outil, c'est l'outil LENI, et que nous allons utiliser, parce que c'est encore en cours, l'étude n'est pas terminée. C'est une étude de réplicabilité de la solution Léopard au Bénin et au Sénégal. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas forcément le temps d'aller dans les détails de l'étude. Par contre, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment en quoi consistent les 2 outils et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Donc le premier outil, donc MemoGrid, c'est donc un outil qui permet de faire la simulation et l'optimisation de micro-réseaux. Pour cela, en entrée, on a besoin de données sur l'irradiation solaire, bien sûr la courbe de charge. Dans notre cas, en fait, on a fait des enregistrements des consommations électriques du centre Songhai, donc pas en totalité, mais une partie des besoins va être couverte par l'installation photovoltaïque. Donc nous avons l'EPAC a fait des enregistrements sur plusieurs semaines pour avoir comme des données représentatives. Ensuite, on a aussi donc les données d'entrée comme les données économiques, et on s'appuie sur une base de données, une librairie analogique. Donc ça, c'est les données d'entrée. Et ensuite, en sortie, on va avoir le fonctionnement quasiment en temps réel, modélisé, donc le fonctionnement du micro-réseau. Ça va être plus clair avec ces schémas-là. Donc c'est un exemple, hein, c'est pas forcément l'exemple de Léopard, mais en fait pour vous montrer que en haut en gris vous avez la courbe de charge horaire, donc la demande, hein. Et ici donc en jaune vous avez la part qui est couverte pour la production solaire, pardon. En bleu donc la décharge de la batterie, et ici on voit qu'on a quand même besoin de temps en temps de faire un appoint avec le groupe diesel. Donc ça, c'est la première le graphique que je voulais vous partager. Donc c'est en fait, on a une simulation donc, sur une année au pas de temps horaire. Et donc effectivement, pour cette partie-là, j'allais dire le plus important, c'était vraiment de s'appuyer sur des données de consommation et de la courbe de charge. Ça, c'était le plus important dans ces types de projets-là. Quand on dimensionne un micro-réseau, souvent la difficulté, c'est d'obtenir et d'avoir accès aux données terrain. Ici, on a un autre exemple en fait qui montre des données, des indicateurs sur la production solaire, sur la part qui est couverte par le diesel, et également on voit la quantité d'énergie stockée dans la batterie annuellement. Donc là, c'était un exemple avec de la gazéification biomasse. Donc pour ça, vous voyez à droite l'utilisation et les tonnages de biomasse. Donc c'est pas l'exemple Léopard. Donc ce qui était intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a une partie de la production photovoltaïque qui n'est pas valorisée. Donc c'est la partie qui est en bas, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais qui est partie en grise. Et justement l'idée de l'outil MemoGrid, c'est bien sûr de
de simuler le fonctionnement du micro-réseau, mais après, c'est aussi dans la deuxième partie d'optimiser l'installation. Est-ce qu'on augmente la capacité de l'installation photovoltaïque? Est-ce qu'on va réduire la taille de la batterie? Est-ce qu'on va décaler la courbe de charge? Ça, c'est des choses effectivement qui font partie de l'optimisation et justement d'éviter qu'il y a une partie de l'énergie photovoltaïque qui ne sera pas valorisée. Voilà. Comme je le disais, en fait, l'outil MemoGrid a été utilisé pour simuler le fonctionnement du micro-réseau et pour dimensionner l'installation, mais également, dans notre livrable, on avait la mise à disposition de cet outil aux partenaires du projet. Donc, on a mis ça sur une plateforme, le Anilogic Cloud, qui permet justement aux différents partenaires d'eux-mêmes venir, en fait, on va dire, entre guillemets, jouer avec l'outil, et puis aussi pour voir, est-ce qu'il y a d'autres pistes d'amélioration pour augmenter la rentabilité du projet. Voilà. Donc ça, c'était le premier outil. Je suis allé un peu vite, mais c'est pour être dans les temps. Le deuxième outil qui s'appelle Leni. Donc en fait, on l'a utilisé pour un livrable qui s'appelle étude SIG. Donc SIG, c'est un système d'information géographique. Et donc c'est pour faire la réplicabilité de la solution qui a été implémentée, hein, donc le conteneur avec PV et batterie. Et en fait, l'idée ici, c'est de voir en fait dans quelle localité au Bénin et au Sénégal on aurait intérêt d'installer la solution Léopard à plus grande échelle. Donc du coup, pour cette étude, on s'appuie sur déjà un outil qui a été développé en interne à EDF, qui s'appuie sur une base de données géographique. Donc en fait, je vous donnerai les sources tout à l'heure, mais il y a OpenStreetMap, il y a l'accès, donc tout ce qui est les routes, on a accès au réseau électrique, aux tensions, on a accès donc également aux données, on sait où sont les tours télécoms, les noms des villages, les rivières, enfin, il y a différentes données qui sont disponibles en open source et que nous on récupère dans notre outil. Et ensuite, après, on crée un algorithme qui permet justement de faire un clustering, en fait, hein, de faire un screening, un balayage d'une zone d'intérêt. Donc, ça peut être à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un pays. En fait, on va identifier un site. Et après, dans ce cluster, avec l'algorithme, on va identifier les toitures. Donc là, vous voyez, c'est peut-être un peu petit chez vous, mais tous les points jaunes, c'est les toitures qui ont été identifiées. Et ensuite, on a le Pathfinder. Pathfinder, c'est un algorithme qui lui permet de connecter tous les bâtiments entre eux et en fait de créer en fait on va dire de façon assez précise. On peut avoir la longueur du réseau BT. Donc en fait, si on installe par exemple ici le projet microgrid, on sait à peu près quel serait en distance le réseau basse tension pour couvrir et pour alimenter tous les bâtiments, si on souhaite raccorder tous les bâtiments qui ont été identifiés, bien sûr. Donc là, en fait, en sortie, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, là, on le voit sur des détails, donc les tours télécoms, on a le réseau national d'électricité. Ici, on a donc les sources, hein, OpenStreetMap, comme je vous disais, les Energy Data, les infos, tout ce qu'on a besoin. Au global, qu'est-ce qu'on voit? Donc, l'ensemble des villages qui ont été identifiés. Et en fait, qu'est-ce qu'on en extrait? Un fichier Excel et une carte interactive. Donc là, c'est une vue statique, hein, mais en fait, on peut zoomer dans la carte et pour chaque point, pour chaque village identifié, on va avoir un certain nombre d'informations, donc la localisation, on va avoir une estimation de la population, on va avoir aussi la distance entre le village et le réseau national d'électricité. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on va dire, voilà, un premier critère pour limiter le nombre de villages identifiés, ça peut être dire, voilà, on va s'intéresser à tous les villages qui sont à plus de 20 km du réseau national d'électricité.
Ça peut être aussi, on va être un critère qui peut être mis en paramètre d'entrée dans l'outil ENI. Ça peut être, voilà, écoutez, on va regarder qui est un centre hospitalier ou une tour télécom à proximité du réseau. Donc on sait que c'est des bâtiments qui sont fortement consommateurs, qui vont pouvoir justement venir en fait augmenter la rentabilité, j'allais dire, et pérenniser le projet de micro-réseau. Ça, c'est pour la carte. Je vais un peu vite, donc si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Ce qui est important, c'est que ça, c'est la première partie, en fait, hein, d'identifier les villages candidats où il serait pertinent, où il y a un intérêt, en fait, d'installer des micro-réseaux. Donc, comme je disais, il y a un certain nombre de données qui sont récoltées à l'issue de ce premier screening. Et ensuite, l'idée, c'est quand même d'avoir une sorte de préétude de faisabilité, donc moins détaillée qu'avec l'outil MemoGrid. C'est vraiment d'avoir une sorte de décimation technico-économique pour chaque village. Quel serait le coût du projet micro-réseau? Et aussi le paramètre clé, c'est le LCOI, en euros par kilowattheure. Donc du coup, en fait, ce que nous, on a créé, c'est un fichier Excel où en fait, on intègre les données de l'outil LENI, donc le nombre de villages identifiés, le nom du village, les données de distance entre le village et le réseau national, la distance du réseau BT dans le projet microgrid, etc. Tout ça, on l'intègre. Et donc, automatiquement, on applique une courbe de charge à chaque village et on arrive en fait à dire quel est le coût de chaque projet, et également on arrive à détailler par technologie le coût de chacun des équipements. Et en finalité, on arrive à calculer donc un LCOE qui permet d'avoir en fait un ordre de grandeur de ce que pourrait être en fait la facture électrique pour les usagers. Donc j'étais un peu rapide, donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai des exemples à vous montrer un peu dans les détails, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour la présentation. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut passer à la dernière partie. Je laisse la parole à Nina. Tu peux m'aider. Très bien, merci. Alors, je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Alors, je vais peut-être le mettre en grand. Ça va être bon. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci à nos 3 intervenants pour ces présentations vraiment de qualité. Merci à Think Smart Grid aussi pour la co-organisation de cet événement. Vraiment, ça nous fait plaisir d'intervenir aujourd'hui. Nous, m'aider, donc pour recontextualiser un peu, on est un cluster en génie électrique. On existe depuis 2010 et on est basé à Lille. On a le statut donc d'association loi 1901 et on fédère des entreprises et des académiques autour de projets collaboratifs en recherche, développement, innovation en génie électrique. Donc concrètement, on fonctionne un peu de la même façon qu'un pôle d'excellence. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'aide au montage de projets. On vous accompagne dans l'idée jusqu'au financement en essayant aussi de faire une sorte de matchmaking avec les compétences vraiment complémentaires dont vous auriez besoin pour votre projet. La spécificité de Médée, c'est qu'on a un comité scientifique qui labellise des projets, donc je vous en parlerai un peu plus en détail après. Et voilà, donc depuis 2017, on a une stratégie qu'on développe vraiment sur l'international et en particulier sur l'Afrique. Et donc, dans ce sens-là, l'idée, c'était un peu de faire le lien aujourd'hui avec cette stratégie. Concrètement, on est sur 4 grands marchés d'application, nous m'aider, tout ce qui va être efficacité énergétique des process industriels, tout ce qui va être ENR et stockage, mobilité plutôt électrique et réseau énergétique intelligent. On a d'ailleurs un collectif aussi en région sur ce sujet-là.
Donc notre comité scientifique se réunit donc 3 fois par an et labellise des projets un peu au fil de l'eau. On a une feuille de route un peu définie justement pour un peu structurer tout ça. Donc l'axe 1, ça va être tout ce qui est matériaux et composants du génie électrique. Axe 2, convertisseurs d'énergie intelligents. Axe 3, intégration système, gestion de l'énergie et stockage, avec un axe transverse également qui reprend plutôt les outils et méthodes numériques. Vous dire également que le comité scientifique est composé donc par des acteurs issus du milieu académique. Donc par exemple, on a différents laboratoires de la région Hauts-de-France, le L2EP, le LS2E, le LTI, des choses comme ça. Et on a également des entreprises. Donc on a EDF, le Critem 2A, des choses vraiment des acteurs de typologie assez différents, du grand groupe à la PME. Donc le collectif régional des réseaux énergétiques intelligents, donc ça c'est un collectif qu'on anime grâce à la région Hauts-de-France et à l'ADEME. Et d'ailleurs c'est un peu aussi dans ce cadre-là qu'on échange régulièrement avec Think Smart Grid. Le COREI donc vise à déployer massivement en fait les réseaux énergétiques intelligents dans la région. On travaille sur 5 grands axes de travail, c'est-à-dire l'intégration de la mobilité, le numérique au service des réseaux, compétences et emploi, tout ce qui va être énergie renouvelable et l'adaptation aux nouveaux usages et modes de consommation. Et donc enfin, sur la dynamique Afrique, donc celle qui est en place depuis 2017, nous, MEDE, on a vocation en fait à accompagner les projets, mais également aussi à être partenaire. On essaye de diversifier un peu ces projets en 3, on peut les répartir en 3 grands topics, c'est-à-dire tout ce qui va être transfert de compétences. On a eu par exemple un projet en Guinée qui visait à professionnaliser la formation en génie électrique. Donc, on a des choses vraiment sur de la montée en compétences, du partage de bonnes pratiques, des choses comme ça. On va avoir tout ce qui est solutions innovantes et démonstrateurs, et tout ce qui va être structuration de filière. Donc, quand je vous parle de structuration de filière, j'entends notamment des projets, par exemple celui qu'on a mené au Bénin. Euh, En fait, on a eu une problématique de départ où plusieurs entreprises béninoises voulaient justement se rassembler pour aller chercher des opportunités business plus facilement et aussi mieux dialoguer avec le monde académique pour voilà, répondre à des appels à projets, des choses comme ça. Donc m'aider à un peu épauler ce cluster qui maintenant existe, qui est le cluster énergie application au Bénin et qui est d'ailleurs un des partenaires qui nous a un peu aussi épaulé dans le cadre du projet Léopard dont Jean-Sébastien parlait auparavant. Et l'idée, voilà, c'était de faire du partage de compétences pour aider à structurer la filière au Bénin. Et donc, depuis 2019, MEDE a été mandaté pour accompagner des porteurs de projets sur un appel très spécifique qui s'appelle Acteurs de l'énergie pour l'Afrique, dont je reviendrai après sur le sujet. Pour vous donner un exemple d'un grand projet sur lequel MEDE a été mobilisé, et toujours d'ailleurs mobilisé, c'est le projet EZECA, qui est un projet européen. Là, on a une prochaine mission en Tanzanie du 3 au 7 juin. Donc, si jamais ça peut intéresser une structure parmi vous pour prendre part à ces déplacements et découvrir un peu les opportunités en lien avec les énergies renouvelables et les smart grids en Tanzanie, vous êtes les bienvenus. Simplement, le soutien financier est réservé aux adhérents du pôle. Donc voilà, sachez qu'il y a cette condition à avoir en tête. Mais donc le projet EZECA, l'idée c'est d'aller sur une stratégie commune en fait d'internationalisation des PME européennes sur 5 grands marchés, qui étaient le Sénégal, le Ghana, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya. Voilà, et donc pour faire vraiment le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est l'appel à projet donc acteurs de l'énergie pour l'Afrique. Qui est d'ailleurs actuellement ouvert, et ce jusqu'au 2 mai 2024. L'idée de cet appel à projet, c'est de valoriser un consortium avec différents types d'acteurs. Donc, par exemple, une entreprise, une association, une collectivité. L'idée, c'est que vraiment chaque acteur a une compétence très spécifique à apporter dans ce consortium. Les conditions, c'est qu'il faut impliquer à minima 2 acteurs en Hauts-de-France, dont une entreprise. Et l'idée, c'est surtout de faire des projets d'infrastructure d'accès à l'énergie durable en Afrique.
Donc, la première chose que je vous conseillerais si vous vous intéressez à cet appel-là, c'est de vérifier si la zone dans laquelle vous voulez implanter votre projet est bien en zone verte, zone jaune, zone orange. Le dossier sera étudié, mais avec beaucoup plus d'attention, et zone rouge, le projet ne serait pas éligible. Donc ça, ce serait peut-être le premier conseil à vous donner. L'idée, c'est de proposer donc des démonstratifs dans le secteur de l'énergie, que ça soit production, stockage ou distribution. Depuis 2024, nous avons de nouvelles thématiques, donc c'est vraiment intéressant. On va pouvoir y revenir après. Il y a une importance qui est vraiment mise sur les actions de formation et de maintenance et surtout de dissémination des projets. Donc, que ça soit un événement, voilà, des participations à des conférences scientifiques, des choses comme ça. Ça peut être une innovation à la fois technologique, mais aussi sociale. Voilà. Donc, les projets simplement doivent être au minimum en phase de développement de la technologie. L'idée, c'est que c'est des projets de maximum 24 mois. Il faut pas que la technologie soit vraiment, qu'on n'ait pas en fait une validation scientifique ou une garantie qu'on n'ait pas de garantie en fait que la technologie fonctionne réellement. Les nouvelles thématiques, donc il va y avoir la décarbonation de l'énergie, économie circulaire et recyclage des déchets issus de projets d'électrification. Donc on accorde notamment une importance sur tout ce qui va être voilà, la fin de vie des D3E, des choses comme ça. Les réseaux énergétiques intelligents, l'optimisation des réseaux existants, les mobilités durables, le bâtiment durable et son efficacité énergétique en lien avec le développement d'une ENR. Donc là, par exemple, on a des projets en lien avec la méthanisation, des choses comme ça. Ça peut être aussi un bon moyen de candidater. Voilà. Au niveau du financement, donc cet appel à projet finance à 50% du coût total du projet dans la limite de 100 000 euros maximum par projet. C'est-à-dire que si vous avez un projet à 200 000 ou plus, la région ne mettra uniquement 100 000 euros sur le projet. Vous allez me dire, donc les 50% restants, comment fait-on? Eh bien, vous pouvez mettre en face des fonds propres, des fonds type fonds de dotation, fondation pour les associations, des subventions. Alors là, en l'occurrence, si vous êtes de la région de France, d'autres subventions de la région, c'est tout à fait possible. Mais si vous avez, typiquement, si vous êtes un acteur, je ne sais pas, en Auvergne-Rhône-Alpes, et que vous avez donc, comme indiqué, deux partenaires en Hauts-de-France et que vous avez aussi candidaté à un appel dans votre région, bah, à voir si l'appel régional en Auvergne-Rhône-Alpes est OK, mais a priori, côté région Hauts-de-France, ce serait possible. Voilà, donc bien se renseigner sur les conditions des appels à projets, mais la majorité des cofinancements à l'heure actuelle sont aussi des appels à projets, issus d'appels à projets. Voilà. Des exemples de projets peut-être pour illustrer un peu plus concrètement cet appel. Donc on a eu deux projets là que j'ai choisi de mettre en valeur. Donc le projet 229 Immobilité qui a été mis en place par DBT, ARES, les Arts et Métiers et un organisme de formation qui s'appelle Educare au Bénin. Et l'idée, c'était d'adapter deux bornes de recharge pour des véhicules électriques, donc avec forcément les enjeux du contexte thermique, électrique, enfin vraiment très propre au contexte béninois. Et ça a été porté par la société MyJukebox. Autre projet, Batrika au Tchad, où là, l'idée c'était de créer un service de location de petites batteries, hein, on était sur 50 Wh, rechargées à partir d'énergie photovoltaïque. Et donc, pour vous donner un peu une idée, donc là, on était sur 10 stations de recharge qui ont été déployées au Tchad. Alors maintenant, le projet a tellement bien fonctionné qu'ils ont beaucoup plus de stations, mais dans cette phase pilote, c'était 10 stations qui avaient été mises en œuvre avec, il me semble, 300 batteries, quelque chose comme ça, par station. Et on avait un agent de collecte qui venait récupérer en fait la batterie au bout de 24 heures. Et l'idée, c'était voilà, de créer aussi du développement économique localement. Donc, Batrika, c'est une filiale de la société Innovant. Et ils ont travaillé donc avec le SME Sudria, ils ont embauché un alternant dans ce cadre-là.
L'Université de Lille, donc c'était un stage de Master 2 qui a travaillé plutôt sur le modèle économique. Et l'ONG Essor, son apport était plutôt sur l'impact local de la solution, les études au préalable, voilà, pour être sûr qu'on a un contexte vraiment favorable pour se déployer au Tchad dans ces conditions. Voilà, j'ai fait assez vite. Si jamais vous avez des questions précises, n'hésitez pas. En tout cas, petit mot de la fin, je tiens à remercier tout le monde pour ce webinaire aujourd'hui. On est ravis d'avoir pu participer à cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous transmettra les présentations. Et n'hésitez pas à revenir vers nous par mail pour convenir d'un échange sur les projets plus spécifiques. Ça nous fera plaisir aussi d'échanger avec vous un peu en particulier. Euh, Alors, ça, et oui, effectivement, il y a une question dans le chat de Monsieur Tano. Je pense qu'elle s'adresse à Jean-Sébastien. À combien évaluez-vous en moyenne le LCO lors de vos projets en Afrique? Oui. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais par contre je pourrais lui transmettre par mail. Parce qu'en fait, il y a une partie, comme je disais, l'étude de réplicabilité est en cours. Donc, on n'a pas encore les chiffres définitifs. Mais par contre, je pourrais déjà lui transmettre un ordre de grandeur, même si c'est pas l'étude définitive. Mais par contre, là, j'ai pas les chiffres en tête et je vais pas donner de données qui pourraient être fausses. Sachant qu'en fait, on donne deux LCOE, un qui inclut les technologies PV batterie et donc le fonctionnement du microgrid, et un autre où on inclut aussi le coût du réseau basse tension. Et on voit en fait quand même que l'impact n'est pas négligeable, hein, parce que ça peut être quelquefois jusqu'à 50% du CAPEX. Donc c'est pour ça que je vais bien donner, si je donne un ordre de grandeur, je préfère dire qu'est-ce qu'il y a dedans et être sûr, quoi. Voilà. Merci Jean-Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les intervenants ou pour moi en l'occurrence dans le cadre de l'appel à projet? Alors peut-être juste pour vous signaler également que donc nous on n'accompagne pas uniquement sur cet appel à projet-là. Celui-là est très spécifique parce qu'il est fléché Région de France et l'idée c'est vraiment d'impliquer des compétences de la région. Mais il y a effectivement d'autres appels à projets. Je pense notamment à l'AFD qui a sorti là le Digital Energy Challenge. Il y a le FID également. Il y a vraiment différents appels sur lesquels il est intéressant de se positionner. Nous, on a une visibilité aussi là-dessus parce qu'on réalise une veille un peu sur ces appels à projets. Donc, si besoin, n'hésitez pas aussi à nous solliciter et on se fera un plaisir de vous accompagner ou de vous rediriger vers les bons partenaires en tout cas ou les bons interlocuteurs. Donc, bonjour Monsieur Adjobi. Alors, donc nous, alors, offre-t-il un accompagnement pour des projets biomasse? Donc nous, à l'heure actuelle, sur l'appel à projet Acteurs d'énergie pour l'Afrique, on a des projets en lien avec justement la biomasse. Nous, m'aider en tant que tel, on n'a pas, enfin, pour le moment, on n'a pas vraiment de projet biomasse fléché. Euh, donc, on pourrait vous accompagner dans ce cadre-là avec le CORI, mais là, en l'occurrence, je pense qu'on a des acteurs dans notre écosystème qui seraient beaucoup plus pertinents sur les projets de biomasse et on ferait le lien tout à fait avec plaisir sur ce sujet-là pour vous mettre en relation et vous accompagner dans votre projet. Et Cécile? Non, mais il y a des dates, Oui, bonjour. Bonjour Cécile. Tous les intervenants et au pôle Médé pour l'invitation. J'avais une question plus précisément pour Monsieur Cardo Tileni. Alors, deux questions d'ailleurs. La première, alors je me demandais à destination de qui est cet outil Leni. Est-ce que c'est au niveau des agences d'électrification,
des opérateurs ou des porteurs de projets plus globalement. Peut-être que c'est un outil d'ailleurs qui est en phase pilote et qui va être ensuite diffusé, je ne sais pas, mais voilà, je me pose cette question. Et ensuite, je me demandais aussi dans quelle mesure les plans nationaux d'électrification ont été pris en compte. Je sais que par exemple, au niveau du Sénégal, on a à peu près un peu plus de 10 000 localités qui restent à électrifier et qu'on a 7% qui ont été visés spécifiquement sur les microgrids ou les mini-réseaux. Donc voilà, je me demandais si ça avait été pris en compte ou pas dans les critères de sélection ou si c'était vraiment uniquement que sur un critère SIG de géolocalisation en fait. Merci. Donc pour la première question, en fait, l'outil Leni, c'est un outil qui a été développé en interne EDF. Donc c'est pas quelque chose qui va être partagé en open source en tout cas. Par contre, ce qui est partagé, c'est tous les résultats qui seront publics à la fin du projet. Donc c'est la liste, un fichier Excel de toutes les données qu'on aurait pu collecter sur en partant des différents critères qu'on a élaborés, on aura des résultats. Donc ça, les résultats sont accessibles. Et également la carte interactive qui finalement regroupe toutes les données du fichier Excel, mais sous forme de carte interactive. Alors, j'ai pas fait la démo, mais ça aurait été intéressant que je la fasse en fait. Parce que c'est vrai que c'est assez pertinent de cliquer sur une installation et de voir en fait comment toutes les données, tous les détails qu'on peut voir qui est quand même plus parlant c'est un fichier Excel avec des données. Donc ça c'est pour la première réponse. Donc en fait ce qui est partagé avec le consortium et en données publiques à la fin du projet, c'est les résultats sous format donc interactif et le fichier Excel de calcul. Pour la deuxième question, j'ai oublié pardon. Oui, la deuxième question concernait les plans nationaux d'électrification qui ont déjà été définis par les institutions nationales. Donc nous, on a bien sûr on a utilisé l'outil Leni pour faire un screening et pour regarder effectivement toutes les zones d'intérêt où il y aurait un potentiel en fait pour mettre des solutions d'électrification rurale. Bien sûr, on s'est appuyé également sur le plan national d'électrification et en fait justement on a pu justement voir que à 90% les villages qui avaient été identifiés dans le plan national d'électrification matchaient avec notre outil Leni. Donc ça, c'était déjà une bonne chose de voir effectivement que ça concorde, que ça regroupe, on regroupe les données donc avec les villages qui sont identifiés dans le plan national et avec l'outil Leni. Ça marche. Merci beaucoup pour votre réponse. Concernant la cartographie, voilà, peut-être je resterai en lien avec vous, avec Nina, ça nous intéresserait vraiment de pouvoir y accéder. Je me suis pas présentée, je travaille pour le réseau Cycle, qui est le réseau multi-acteurs sur l'énergie. Donc on rassemble un certain nombre d'acteurs qui comprennent des ONG, des entreprises, des acteurs de la recherche et des collectivités locales. Et c'est vrai que dans les questions qui reviennent souvent dans les accompagnements, l'identification des bonnes localités pour en fait assurer la durabilité du modèle économique revient souvent. Voilà, donc vraiment si on pouvait avoir accès à cette cartographie, ça serait une très bonne chose. Merci. Ouais. Jean-Sébastien, on a encore une question pour toi de Monsieur Boileau qui nous dit: avez-vous eu des échanges avec les sociétés d'électricité du Bénin? Alors non, pas moi directement, mais en fait on s'appuie souvent sur les partenaires locaux, hein, donc Ares, l'EPAC, je pense que tout le monde connaît aussi le professeur Kébé. En fait, on s'appuie vraiment sur eux pour avoir ces données-là. Nous, en fait, on a besoin de données d'entrée pour faire tourner l'outil Leni. Et on a besoin de rentrer des critères. Et après, effectivement, on a aussi besoin d'avoir les zones d'intérêt d'électrification de chaque pays, hein, pour savoir, voilà, il y a plutôt telle zone ouest qui est dans le plan national d'électrification, il y a telle société d'électricité. Donc après, quand vous parlez de société d'électricité, est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous entendez par là? Parce qu'en fait, nous, on a Ares, donc c'est eux qui ont implémenté les solutions, hein, avec les équipements, c'est GA Solar, Fronius, BID pour la batterie. Donc eux, ils ont des équipementiers, eux, c'est un installateur. Voilà.
Merci beaucoup. puisque c'est Marc Boileau là. En fait, l'impression que ça donne, c'est une analyse un peu théorique et pas hors sol, mais est-ce que, par exemple, dans la stratégie nationale d'électrification, on a une idée de la planification de raccordement des villages, zone par zone. Autrement dit, j'imagine que l'outil qui a été développé par Eifer peut être utilisé pour, en partenariat avec la compagnie d'électricité, cibler d'abord les zones qui sont destinées à être accordées le plus tard dans cette stratégie. Et du coup, c'est vrai que ça peut être utile, mais à condition d'être vraiment connecté avec la stratégie nationale. C'est un peu mon avis. Mais je vais avoir votre éclairage. Oui, déjà, la première chose, c'est que l'outil Leni, c'est un outil de screening. Donc, effectivement, on peut faire il y a forcément, quand on regarde le plan national d'électrification, il n'y a pas forcément toutes les zones qui sont d'intérêt. Donc déjà, on a ouvert assez large d'abord toutes les possibilités, hein, tout le potentiel qui peut y avoir d'électrification. Mais après, justement, l'idée, c'est de faire un entonnoir en y associant des critères. Et ça, en fait, on s'appuie sur les partenaires locaux pour dire, voilà, nous, on a une priorité pour telle zone parce qu'on sait qu'il y a un développement fort dans telle zone avec pas seulement forcément de l'électrification uniquement à usage pour les bâtiments, mais aussi du usage productif, hein, donc production de froid, positif, négatif. Et donc c'est vrai qu'on s'appuie sur complètement sur les partenaires locaux pour voir en fait déjà d'une part en regardant les localités qui ont été identifiées, est-ce qu'elles matchent avec notre outil? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est à 90% ça concorde. Mais après, on peut aller au-delà parce qu'en fait, on peut dire voilà, l'idée c'est pas de donner une carte avec 10 000 villages identifiés parce que voilà, est-ce qu'il y a un intérêt de faire on va pas faire 10 000 projets en une fois, hein, mais plutôt effectivement de regarder le plan national et de dire voilà, on va peut-être se concentrer sur 100 villages qui ont vraiment un intérêt spécifique parce qu'il y a telle condition ou telle opportunité ou parce que déjà ça fait longtemps que ça a été identifié que c'est déjà ils n'attendent plus que le feu vert pour y aller quoi. Voilà, parce qu'en fait comme je disais c'est vraiment une première étape hein, cet outil-là, mais après il faut aller plus loin, il faut faire des études, après il faut aller voir aller prendre des données terrain, il faut aller récolter des informations à l'aide d'une tablette ou peu importe, à l'aide d'interviews. Il faut aller plus loin que cette première étape qui permet justement d'avoir une vision plutôt globale, mais qui n'est pas en fait après forcément représentatif de tous les projets qui vont être réalisés. Il faut après aller plus loin dans la démarche. Ça, c'est une première étape qui donne les possibilités, le potentiel, mais après, ça ne suffit pas, quoi. Merci. Merci à tous les deux. Je vais prendre donc la dernière question de Monsieur Souma sur les différents partenaires que nous avons en Guinée. Donc nous, vraiment, notre porte d'entrée sur la Guinée, c'est l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Qui est vraiment notre pivot sur la Guinée parce que l'idée c'était vraiment avec un premier projet qui était sur la professionnalisation de la formation, on a réussi à en fait un peu fédérer aussi d'autres universités et instituts de formation, d'enseignement supérieur, disons, sur la Guinée. Donc, on a échangé aussi avec l'université de Conakry. En ce moment, on échange avec l'université Kofi Annan, université de l'Abbé, université de Kindia. Donc, on a pas mal d'académiques sur la Guinée. Et sinon, au niveau des professionnels qu'on a aussi en Guinée, on a échangé avec l'Association des professionnels des énergies renouvelables de Guinée. Et sinon, c'est plutôt des entreprises françaises implantées en Guinée. Nous, typiquement, pourquoi on s'est intéressé à la Guinée, c'est parce que notre adhérent, Flippo Richir, qui est une PME qui travaille sur les systèmes électriques, souhaitait justement développer une filiale en Guinée et se disait, mince, envoyer en gros des experts de chez Flippo
financièrement, c'était pas hyper rentable et plutôt que à chaque fois envoyer des ressources humaines des ateliers des Hauts-de-France de Flippo, pourquoi ne pas former sur place des jeunes et leur faciliter en fait une insertion professionnelle en leur promettant en fait un contrat à la clé de leur, euh, de leurs études d'ingénieur, quoi. Donc ça, c'était un peu pour ce volet-là. Et donc, le projet est toujours en cours, hein. On est sur la phase 2. Et dans cette phase 2, qui a été d'ailleurs financée par l'appel à projet Acteurs de l'énergie pour l'Afrique, l'idée, c'est de mettre en place une mini centrale photovoltaïque qui alimente en fait une partie du campus de l'IST de Mamou et également un mini réseau pour avoir comment dire, cette application aussi pédagogique. Les jeunes peuvent se former directement sur la mini centrale, sur le mini réseau. Et l'idée, c'est voilà, vraiment la montée en compétences de ces jeunes. Et cette fois, avec cette phase 2, on s'adresse plus uniquement qu'aux étudiants, mais aussi on est sur du renforcement de compétences pour les formateurs et pour la formation continue avec l'EDG. Donc EDG, donc l'équivalent d'EDF en fait en Guinée, est également impliqué sur le projet et a soumis en fait des besoins également pour permettre à leurs techniciens de se maintenir en fait en compétences, quoi. Donc voilà, là pour la Guinée, on a plusieurs partenaires. J'espère que ça répond à votre question. Si vous avez des questions un peu plus précises sur le projet, on pourra toujours échanger plus tard si besoin. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous remercier tous pour votre participation à cet échange. Dernière question, avez-vous financé des projets? MEDE ne finance pas de projet, on accompagne. C'est la région Hauts-de-France en l'occurrence, où dans le cadre de la première phase, des appels à projets type ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, dans le cadre d'un fonds qui s'appelle ADESPA, qui avait financé en fait cette phase. Nous, on finance pas directement, on accompagne sur des financements. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à Think Smart Grid pour la co-organisation de cet événement. Nous, on est ravis de faire partie de ce réseau aussi. Alors, juste dernière question. Monsieur Cardo et Madame Nina, est-ce que vous avez des projets au Niger? À l'heure actuelle, nous, on n'a pas encore de projet au Niger. Alors, sous réserve de vérification de la carte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à voir au niveau des zones. Nous, on ne peut pas aller sur des zones rouges et zones oranges, on y va avec des précautions, quoi. Donc, s'il y a des zones jaunes, nous, ça peut nous intéresser dans le cadre de cet appel à projet, mais à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de projet au Niger. Voilà. Bon, cette fois, c'est le vrai mot de la fin. Merci à tous. Nous vous enverrons donc les présentations et restez connectés pour nos prochains événements. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.